Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Raconte-moi un OVNI. Parmi les nombreux types de rencontres d'OVNI enregistrées, certaines des plus convaincantes et des plus crédibles sont celles qui se sont produites près de bases aériennes militaires. Nous avons souvent affaire à des témoins très fiables et formés qui ont très peu de raisons de mentir et qui semblent généralement sortir de tels événements complètement perplexes quant à ce qui s'est passé. De tels rapports proviennent principalement des États-Unis et d'Europe, mais ils se produisent dans divers endroits du monde. Une de ces régions comporte aussi sa part de rencontres avec des ovnis aux abords de ces bases aériennes. Le Japon. Je vais vous présenter plusieurs cas qui ont retenu mon attention. Cas numéro 1. Nous sommes en 1947 sur l'île de Hokkaido, au nord du Japon, où se trouve la base aérienne de Chitose. Cette dernière abrite la force aérienne d'autodéfense du Japon et surveille également les frontières maritimes du Japon avec la Russie. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les forces armées des États-Unis avaient pris le contrôle de la base, occupée par la 5e armée de l'air des États-Unis. Du 1er juillet 1947 au 16 septembre 1947, elle a également été le théâtre d'une observation très étrange d'un phénomène OVNI qui n'a jamais été expliqué. Le 1er juillet 1947, une étrange cible radar a été repérée à 25 km au nord de la base sur une trajectoire de 180 degrés, se déplaçant à 800 km/h à une altitude d'environ 2700 mètres. La cible a brusquement inversé sa trajectoire de 360 degrés et a été suivie sur une distance de 45 km, avant de changer brusquement de cap à 240 degrés, puis de l'inverser et revenir à sa position d'origine avant de disparaître hors de portée. Pendant toute la durée de l'incident, l'objet a semblé non seulement défier la physique et la technologie connues à l'époque, mais aussi se diviser en deux objets plus petits avant de fusionner à nouveau. Une partie du rapport officiel se lit comme suit. Dans le cas du 1er juillet 1947, il a été indiqué qu'il y avait plus d'un objet. La taille était comparable à celle de la réponse reçue de 4 avions de type P-51. Lorsque cette cible a initialement inversé sa trajectoire au point A, elle s'est divisée en deux réponses, puis a de nouveau fusionné en une seule grande réponse sur sa trajectoire de départ. Il n'a pu être trouvé aucune origine pour cet OVNI et aucun avion connu n'était censé opérer dans la région à ce moment-là. Deux autres contacts radars de cette nature ont été détectés les 29 août et 16 septembre de cette année-là. L'incident de septembre montre quelque chose se déplaçant à des vitesses supersoniques et montrant une maniabilité bien au-delà de ce qui était connu à l'époque. Le rapport officiel conclura là-dessus. Cas numéro 2. Avançons légèrement dans le temps. Nous sommes le 5 août 1952 à la base de l'US Air Force de Haneda, près de Tokyo. Deux opérateurs de la tour de contrôle ont remarqué une lumière brillante dans le ciel. Cet objet s'est approché de la base et a clairement plané près de la tour de contrôle. Il a été remarqué que derrière la lumière, il y avait une forme circulaire sombre dont la taille fut estimée à 4 fois le diamètre de la lumière. Cet objet non identifié a apparemment volé et effectué une variété de manœuvres aériennes tout en étant suivi à la fois visuellement et par un radar au sol. La base a été alertée et un intercepteur F-94 a été envoyé. Piloté par le premier lieutenant Holder, il n'a pas réussi à se verrouiller sur l'objet mystérieux alors qu'il le poursuivait. Le rapport sur l'incident décrit ceci. L'OVNI a été poursuivi par le F-94, suivi par un radar au sol également, et est entré dans une série de manœuvres circulaires répétées plusieurs fois. À un moment donné, l'OVNI s'est soudainement éloigné à une vitesse d'environ 555 km/h, se divisant en 3 cibles radars distinctes à intervalles espacés. Le contact avec l'OVNI, soit par radar, soit visuellement depuis Haneda, a été maintenu pendant plus de 30 minutes. Pendant cette période, des témoins dispersés ont vu l'OVNI exactement là où le radar l'a montré. Les manœuvres de l'OVNI étaient clairement sous contrôle intelligent, tellement que le major Dewey Fourney, le représentant du projet Blue Book au Pentagone, l'a élu comme l'un des exemples les plus solides qui prouveraient que les ovnis sont des vaisseaux spatiaux provenant d'une autre planète. De son côté, le rapport Condon classera plus tard ce cas comme expliqué par une lumière qui ressemblait à une étoile et de faux écho-radars causés par une couche d'inversion de température. Le projet Colorado, dont il était issu, qui était un effort d'étude sceptique sur les ovnis mené par l'USAF, qui ne voulait plus traiter le problème des ovnis, a minimisé les détails de l'observation. Pourtant, chaque petit détail de l'affaire est important. En fait, c'est en oubliant et en minimisant les détails de ce cas qu'il a été transformé en cas expliqué. Le professeur James McDonald, spécialiste mondialement connu de la météorologie de la physique atmosphérique, qui n'était pas d'accord avec le traitement des cas d'OVNI dans le rapport Condon, a réévalué et réexaminé le cas et a démontré à quel point la conclusion du rapport Condon sur ce cas et sur de nombreux autres cas était erronée. Cas numéro 3.
Allez, encore un bond dans le temps, nous voici le 26 juin 1963 sur la base aérienne de Naha à Okinawa. Le témoin, nommé Marty, dit qu'il surveillait le ciel avec un partenaire appelé Frank vers 23h40 quand ils ont vu quelque chose là-haut dans le ciel et qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Le témoin dira: cela ne ressemblait à rien que nous ayons déjà vu auparavant. J'ai positionné mes jumelles pour mieux voir. Nous avons utilisé à ce moment-là le terme OVNI car l'objet que nous observions n'avait rien de comparable avec tout l'inventaire des avions de l'Air Force. Nous avons vu un grand disque se déplaçant lentement dans une direction constante vers le nord, juste au-dessus de notre base. Nous n'avons pas vu les feux de navigation clignotants habituels ni les feux de bout d'aile rouges et verts. Tous les pilotes qui volent de nuit doivent allumer les feux de navigation de leur avion. Ce n'était pas seulement une formation nuageuse inhabituelle, des fusées éclairantes ou un ballon météo. Cet objet a volé à une vitesse estimée à 180 km/h. L'engin maintenait son altitude entre 900 et 1200 mètres. Il avait un diamètre d'environ 22 mètres. Nous n'avons vu aucun dôme, aucune antenne, aucune fenêtre et aucun marquage. Il était silencieux et ne produisait aucun bruit de moteur. Ayant la forme d'un disque, il avait l'air aussi plat. La surface extérieure de l'engin semblait lisse, construite d'un matériau métallique terne mais réfléchissant. Ses bords extérieurs semblaient très fins. Au début, les témoins eurent peur que l'objet les engage. Ils décidèrent de sortir, mais heureusement, l'objet s'éloigna d'eux et ils se détendirent quelque peu. Ils ont ensuite grimpé sur le toit d'un bâtiment pour observer l'objet, ce qu'ils ont fait jusqu'à ce qu'il disparaisse de leur vue. Ils étaient alors complètement confus quant à ce qu'il fallait faire à propos de ce qu'ils venaient de voir. Quand ils ont appelé le radariste, on leur a dit qu'il n'y avait eu aucun contact pour corroborer leur observation. Comme vous pouvez le constater, les observations d'OVNI ne s'arrêtent pas aux frontières des États-Unis ou de l'Europe. Ces objets sont observés et détectés depuis plus de 70 ans. Les descriptions des caractéristiques de vol de ces engins défient toute logique physique, même encore aujourd'hui. Ce qui, pour ma part, élimine d'emblée l'hypothèse prototype pour expliquer l'origine de ces OVNI. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et à très bientôt pour de nouvelles aventures ufologiques sur Raconte-moi un OVNI.